enfin un autre principe qui est peut-être un des plus importants, qui est devenu principe fondamental, c'est la sécurité. C'est-à-dire que la personne qui collecte des données, qui est le responsable de données, il doit prendre les mesures appropriées et il doit pouvoir en justifier à tout moment. Il y a un devoir de compliance et donc c'est un point aussi important. Il doit, dans les mesures appropriées, prendre les mesures nécessaires dans les mesures organisationnelles et techniques. Enfin, il y a toute une batterie, si vous voulez, d'obligations qui font que quand l'entreprise est attaquée, on parlait tout à l'heure des questions de cybercriminalité, de violation de données, et bien l'entreprise ensuite va passer devant la CNIL pour expliquer si elle avait été suffisamment vigilante. Et j'ai eu récemment un dossier où en fait on a pu démontrer qu'il y avait eu certes une attaque, qu'il y avait effectivement des risques, mais que quand on allait sur le dark web, il n'y avait pas de mouvement autour des données qui avaient fuité. Et donc on a demandé à la CNIL de revoir les sanctions qu'elle voulait prendre dans la mesure où, en fait, eh bien, il n'y avait pas de risque. Et en fait, on a fait diminuer la sanction, il y a quand même une sanction, mais on a considéré qu'il y avait quand même un risque. Donc le problème, c'est que quand on est sur les données, on n'est pas comme nous, avocats, ce que nous avons appris, c'est qu'on travaille en responsabilité, là on travaille en risque, et le risque zéro n'existe pas. Voilà pour les grands principes. Derrière ça, eh bien, toute personne qui met en place un traitement, eh bien, dans la collecte, il doit définir une finalité, et c'est ça le RGPD, c'est les traitements et vous définissez des finalités, une seule finalité par traitement. Il doit tenir compte des bases légales, donc il y a des bases légales. Une des bases, sinon c'est des données qui sont normales, qui sont collectées. Il a un devoir d'information et de consentement, et ça, ces deux points sont importants puisque c'est ce que nous allons retrouver sur la prospection commerciale, c'est-à-dire l'information, comment elle a été communiquée, le consentement, comment il est reçu. Et c'est un enjeu, c'est là-dessus, vous verrez tout à l'heure dans les sanctions que je vais vous présenter, la plupart des condamnations des entreprises. Et puis enfin, il y a un devoir de conservation, et il doit aussi l'indiquer derrière cela. Pour ceux qui sont un peu... Alors on est toujours perdu dans les conservations, vous allez simplement sur le site de la CNIL, vous avez une sorte de guide sur la conservation des données, vous avez les durées qu'il faut avoir. Exemple, des CV que vous envoyez à une entreprise, eh bien c'est pas plus de 2 ans. La politique cookies, c'est pas plus de 13 mois. Donc il y a toute une série de points à connaître. Les ordonnances de mineurs, c'est moins de 8 ans, enfin, etc. etc. Il y a plein de points qu'il faut connaître. Et puis, au-delà de ça, vous avez enfin des obligations. Donc les entreprises de plus de 250 salariés sont tenues obligatoirement, et les administrations, de mettre en place des registres, c'est l'article 30, donc c'est des registres de traitement. Vous avez, hop, c'est magique. Bon, là, vous l'avez assez revenu. Donc vous avez des registres de traitement. Vous avez aussi, lorsque vous êtes avec des données qui présentent des risques élevés ou des données sensibles, l'obligation de faire des études d'impact. Donc des études d'impact, elles vont permettre de montrer l'état de sécurité que vous avez mis en place dans vos traitements. La méthode est très simple, c'est une méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode EBIOS. Cette méthode, elle permet, si vous voulez, de faire des cartographies de risques à l'aune de la vraisemblance et de la gravité. Donc là aussi, c'est des points très importants. C'est des outils, nous on travaille énormément avec les DPO, et ça c'est des outils qui permettent de faire des cotations pour les actions à mener. Bien entendu, la désignation d'un délégué à la protection des données. Vous avez ensuite, dans les 72 heures, lorsqu'il y a une attaque sur les systèmes d'information qui visent des données à caractère personnel, hein, c'est là-dessus, il y a une notification des failles de sécurité à faire auprès de la CNIL, 72 heures, ça va très très vite, d'autant plus que l'attaque, elle a toujours lieu le vendredi ou le samedi, et donc ça, il y a toute une... il faut voir un peu, et si jamais ces données présentent des risques pour les usagers, pour vos utilisateurs, ben, il faudra aussi les informer dans les meilleurs délais. Et à partir du moment où vous avez fait votre notification, la CNIL est là, elle attend, et puis elle est en train de regarder ce que vous faites, ce qui peut faire l'objet aussi de sanctions. Et enfin, vous avez le fait d'assurer le droit des personnes. Voilà, en 3 ou 4 minutes, je vous ai fait et balayer le règlement général de la protection des données. Vous avez les grands principes, et c'est le conducteur par rapport à cet environnement-là. Alors, maintenant que vous savez un petit peu ce qu'il en est, je vous propose ensemble de parler des droits des personnes. Alors ça, c'est très intéressant parce que le règlement général de la protection des données demande aux responsables de traitement d'assurer le respect d'un certain nombre de droits. Alors, je vous rappelle une chose, c'est qu'en matière de données à caractère personnel, on n'est pas propriétaire de ces données.
depuis l'abolition de l'esclavage, on ne peut pas être, si vous voulez, propriétaire d'une personne. Et donc là, il y a ce qu'on appelle des droits. Nous avons des droits sur les données à caractère personnel. Et même dans l'alinéa 2 de l'article 1er, vous met en avant le principe de l'autodétermination informationnelle. Donc c'est un point intéressant. Parmi ces droits, dans la loi informatique et liberté, nous avions le droit à l'information, c'est-à-dire qu'on ne peut pas collecter des données sans que la personne ait été informée. Je dois être informé. Une fois que je suis informé, ça va tout à fait bien. La personne, et ça c'était avant, pouvait s'opposer à la collecte. Elle pouvait avoir un motif légitime pour s'opposer à la collecte, mais c'était le principe qu'il y avait dedans. On pouvait s'y opposer. On avait aussi la possibilité de demander pour pouvoir un droit d'accès, c'est l'article 15, et puis il y avait des fois des demandes de rectification. C'est-à-dire que les données n'étaient pas exactes. Moi, je m'appelle Haas, H-A-A-S. La plupart du temps, les gens l'écrivent H-A-2-S. Donc, je vous lis une rectification pour que ça soit bien fait. Ça m'énerve de voir estropier mon nom. Il peut y avoir des informations, des adresses et tout. Vous avez tous vécu ça, ou à un moment donné, vous ne comprenez pas, vous ne recevez pas les bons courriers ou les bons messages parce qu'on s'est trompé sur vos coordonnées. Donc, il y avait ces droits qui étaient là présents. À partir de 2016, dans le cadre de la loi sur la République numérique, a été introduit en droit français 2 nouvelles notions qui étaient tout à fait majeures, le droit à la portabilité et puis le droit à la mort numérique. Alors ça, c'est deux points qui sont importants, c'est-à-dire que tout citoyen français bénéficie en plus d'une possibilité qui est offerte d'aller chez un notaire et de faire une déclaration disant l'ensemble des données qui m'appartiennent, eh bien, je voudrais qu'elles soient affectées à mes enfants. Et à tel enfant. Alors ça, c'est très intéressant, surtout maintenant avec les NFT. Parce que puisque ça a beaucoup de valeur, imaginez que il faudra, dans le cadre d'un testament numérique, dire à qui ça va, à qui ça revient. Donc vous voyez, c'est des points qui sont quand même assez passionnants. La mort numérique, il y a un marché colossal. Moi, je peux vous dire une chose, on est en train de préparer les tombes 3.0. Et donc, vous aurez des hologrammes avec la 5G. Vous aurez la possibilité de reconstituer les personnes qui vous étaient très, très, très chères. Et donc, rien qu'avec la voix, le fait des images Instagram, etc. Donc, il y a des projets qui sont vraiment fantastiques. Il y a un marché énorme sur la mort numérique. Et puis, avec le RGPD, a été introduit 2 nouveaux droits, très intéressants. Le droit, alors on l'appelle à l'oubli, c'est plutôt un droit à l'effacement. C'est la possibilité, si vous voulez, de demander à sortir d'une base chez un responsable de traitement. Le problème qu'il y a avec le droit à l'effacement, à l'oubli, c'est si on le met en balance avec le droit à l'information est toujours triomphant. Donc ça, c'est aussi un autre point, c'est quand on les met en balance. Et puis, il y a aussi, par rapport au droit à l'oubli, le devoir de mémoire, ce qui fait qu'on ne peut pas demander être supprimé et sortir aussi facilement. On s'occupe pour des sociétés, des big tech, de ces droits à l'oubli. Il y a quand même, c'est pas si évident que ça. Et quand vous sortez d'un référencement en France, il faut regarder que ça se passe dans toute l'Europe. C'est un parcours du combattant, je pourrais vous dire là-dessus. Quand la question des faux avis aussi. Il y a tout un enjeu derrière ça. Le droit au non-profilage. Donc ça, c'est une partie qui pourrait permettre de dire que c'est le moyen de lutter contre l'IA, puisque en fait, on doit toujours privilégier l'interlocuteur humain à une machine qui pourrait, si vous voulez, automatiser un certain nombre de types de réponses. Et donc là, et puis le droit à la limitation, c'est-à-dire que vous devez vérifier à ce qu'on collecte les données et seules celles qui sont nécessaires. C'est un complément aussi avec la minimisation. C'est des droits qui sont très importants. On a aujourd'hui des recours à l'heure actuelle, notamment pour les enfants quand ils vont faire des voyages, où on demande le numéro de carte de sécurité sociale. Alors il faut, on peut se poser la question, si demain vous faites des campagnes avec des campagnes mailing et que vous mettez une newsletter que vous demandez la langue, ça peut être intéressant de demander la langue si vous vous adressez à des Italiens. Mais si vous êtes en France et que vous vous adressez à des Français, ce n'est pas nécessaire. Donc c'est ça aussi les questions de limitation. Sachez que les sociétés de consommateurs ont mis en place des actions aujourd'hui où ils font des surveillances et des audits de sites ou de campagnes pour pouvoir après faire des actions collectives. Donc la France avec les États-Unis, on est un des pays où les gens adorent des actions.
engager des actions et pour un rien, on va devant les tribunaux. Donc voilà un petit peu ce qui est important. Donc au-delà de ça, juste je voudrais revenir pour ce qui nous concerne à nous. Je vous l'avais montré tout à l'heure, information, consentement et droits des personnes. On vient de voir les droits des personnes. On va voir maintenant comment ça se passe sur les informations. Alors, si vous voulez, l'information, il est au cœur du RGPD. On retrouve ça dans toutes les parties. Vous avez information des acteurs, vous avez l'information sur les traitements, l'information sur les droits des personnes et l'information sur le transfert en dehors de l'Union européenne. Mon confrère tout à l'heure se fera un plaisir de vous expliquer cette partie très complexe qui est le transfert des données. Mais donc il y a toute une série d'éléments. On va s'intéresser à l'information sur les acteurs. Eh bien l'acteur, lorsque vous êtes responsable de traitement, vous devez faire figurer sur toute la documentation que vous utilisez pour collecter des données de personnes dans vos campagnes, le nom du responsable de traitement, faire figurer aussi son sous-traitant, et puis également le DPO. Rien que ça, on pourrait s'interroger si les campagnes que vous menez sont licites. Un petit diagnostic de ça vous permettrait de savoir qu'à peu près, on en a 1 sur 2 qui ne respecte pas, ne serait-ce que ce point sur l'information, sur l'acteur, et puis la catégorie des destinataires qui doit être prévue. Autre point également sur le traitement, eh bien, on doit toujours expliquer pourquoi on a fait tel traitement, la durée de conservation, bon, si c'est des bases légales, expliquer pourquoi elle a été mise en place, et puis le caractère de la collecte, ses conséquences, que se passe-t-il si jamais on refuse de remplir un champ obligatoire, et quelles seraient les conséquences. Et vous avez vu que même à ce moment-là, quand on va sur des entrées de sites et qu'on refuse certains types de cookies, la CNIL a dit qu'il faudrait alors à ce moment-là, si c'est payant, ce qui n'est pas du tout interdit, que ça soit dans un prix raisonnable. Là encore, de quoi elle se mêle. Mais bon, c'est un point qu'il faut mettre en place. L'information des droits des personnes. Vous ne pouvez pas engager une collecte de quelque manière que ce soit sans rappeler aux personnes qu'elles disposent d'un droit, les droits que je vous ai cités tout à l'heure, le droit d'accès, le droit d'information, le droit de rectification, la minimisation des données, enfin tout ça doit être précisé, sinon c'est une infraction. Et dans les conditions générales de vente des sites internet, là aussi, ces mentions doivent figurer. Et enfin, bon, l'information sur les données, et puis si les données sont collectées par les tiers, eh bien la catégorie des données, l'origine des sources et de la collecte. Est-ce que je suis dans les temps? Dis-moi, parce que... C'est bon? 11 minutes, c'est bien. Bien, alors quels sont les enjeux? Alors les enjeux, je voudrais vous les dire, parce que par rapport à notre enjeu, nous, sur le respect des prospections commerciales, voilà, en 2021, dans les résultats qu'a présenté la CNIL, vous voyez que sur les 14 143 plaintes reçues, c'est quand même des progressions très très importantes. Vous avez à peu près 6%, c'est-à-dire 973 plaintes, qui concernent la prospection commerciale, associative et politique. Et là, 6%, c'est quand même énorme, parce que ces prospections commerciales, elles sont faites par des professionnels. Et donc, on peut voir, si vous voulez, la faiblesse des professionnels dans leur campagne, qui font qu'aujourd'hui, d'une manière globale, il y a 6% qui sont dus à des plaintes qu'ont fait les utilisateurs parce qu'on ne respectait pas les règles à minima. Et puis, il y a un deuxième niveau, ça représente pour 20%, c'est les plaintes relatives au droit d'accès. Là, ça veut dire que ce sont les entreprises elles-mêmes qui, dans le cadre des campagnes, lorsque les gens font des réclamations, eh bien, elles ne sont pas en conformité, elles mettent des délais trop longs, où vous allez voir, je vous montrerai les sanctions, et ça, vous allez voir, ça va de 3 000 à 50 000 euros. Donc, vous allez voir un petit peu les sanctions qui ont été prises au cours de ça. Donc, c'est un point important. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2022, et donc c'est votre métier qui est en ligne de mire de la CNIL, c'est la prospection commerciale qui va faire l'objet de contrôle de la part de la CNIL. Donc il faut être extrêmement vigilant, extrêmement précis, et donc faire vos diagnostics avant pour pas qu'en tant que prestataire, on se retourne sur vous parce que vous avez aussi des obligations d'information. Et vous devez être les maîtres de l'art par rapport à vos métiers. La prospection commerciale fait partie des axes de contrôle de la CNIL, et la CNIL se saisit, donc elle fait des manières inopinées, mais il y a aussi par rapport à des plaintes. Dès lors qu'il y a plus de 2 plaintes, ça fait l'objet d'engager, ou alors il y a une annonce dans la presse, hein, donc c'est systématiquement. Je peux vous dire une chose, c'est que depuis sur les 6 premiers mois, ce n'est pas qu'un déclaratif, nous avons eu beaucoup de nos clients qui ont fait l'objet de contrôle. Bon, après, à vous à avoir
les bons éléments pour qu'on puisse arriver à classer l'affaire. Il y a aussi les outils de surveillance dans le cadre du travail et l'utilisation du cloud qui fait l'objet de contrôle. Alors, d'une manière générale, une entreprise, lorsqu'elle fait de la collecte, qu'elle met en place, si vous voulez, des campagnes de prospection, elle est tenue à une obligation, ce qu'on appelle des garanties de compliance. C'est-à-dire qu'elle est responsable et qu'elle doit garder les preuves comme quoi elle a bien exécuté les démarches en cas de contrôle et pouvoir les justifier. Donc vous voyez très bien que parmi en fait, ce que ça relève, la loyauté, l'optimisation du risque, l'amélioration des processus, la réputation, mais il y a 2 points qui sont très intéressants, qui sont la confiance et la fiabilité, et l'avantage concurrentiel et la croissance. Donc respecter le RGPD, c'est aussi, si vous voulez, être parmi les bons acteurs. Je vais vous dire une chose, une entreprise, lorsqu'il y a une publication sur le site de la CNIL, elle perd à peu près entre 10 et 15% de ses clients. Donc c'est un point aussi important. Donc là aussi, outre les sanctions, il y a une vraie difficulté. Bon, ça je vous l'ai rappelé, les sanctions elles ont augmenté, ce qui fait qu'aujourd'hui, la CNIL peut aller jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires lorsque on n'a pas mis en place les outils, on n'a pas un registre, un DPO, et on ne respecte pas certaines règles de sécurité. Et puis ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires si jamais c'est des infractions par rapport aux droits des personnes. Alors, voyons maintenant, j'ai pris les petits cas, des exemples sur la prospection commerciale et vous allez voir que ce que je vous ai indiqué, c'est des conducteurs, c'est des sanctions qui sont peut-être ridicules. Free, il a été condamné à 300 000 euros d'amende. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu plusieurs plaintes ils avaient rencontré des difficultés sur les personnes dans le cadre de téléphonie et c'était sur le droit d'accès. Donc là, on a eu un problème qui a été mis en place et il y a eu une sanction qui a été faite parce que dans les demandes sur le droit d'accès, Free n'a pas été, si vous voulez, et notamment sur la sécurité de leurs données. Et donc il y avait un problème et ça a fait une sanction de 300 000 euros et publicité sur le site, ce qui fait que parmi ses concurrents, quand vous avez ça, c'est quand même c'est pas bien, quoi. C'est pas une belle image. Vous avez 3 000 euros, là aussi c'était intéressant, une société sur l'annuaire français, parce que les plaintes, il y avait eu 16 plaintes qui avaient été sur les difficultés que rencontraient les demandes d'effacement et de rectification des données. Normalement, quand il y a une demande qui est faite, on doit y répondre dans le mois et pouvoir en justifier. Là, les délais avaient été trop longs. Vous allez voir que c'est aussi un point important. Vous avez Nestor qui a été condamné à 20 000 euros parce que le consentement des prospects et par rapport au RGPD n'étaient pas en conformité. Et également la manière dont il donnait l'information qui était globale. Et vous savez, les consentements, c'est point par point. On ne peut pas avoir un consentement pour toutes les finalités de traitement que vous mettez en place et le respect des droits des personnes. Futura International qui a été condamné à 500 000 euros pour démarchage téléphonique illégal, absence de prise en compte du droit d'opposition des personnes et également des difficultés pour l'effacement. Il fallait plus de 6 mois et là on a considéré que le temps était disproportionné et pas justifié. Donc vous voyez, tout ça, quand on met en place des campagnes, il faut aussi assurer le service après-donné. Ce n'est pas le tout de collecter, il faut le mettre en place. Et puis, la sanction de Google, là-dessus, de 50 millions d'euros à l'encontre de Google. Et là aussi, c'était pour manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable dans la personnalisation de la publicité. Donc, vous voyez très bien qu'il y a un enjeu qui est fondamental. Et quand vous êtes dans des projets, notamment, et que vous réalisez des projets de référencement, de lead, de campagne, etc., vous devez parfaitement connaître les règles qui régissent votre matière. Alors, ce qu'on pourrait dire, et c'était la question, c'est pourquoi il faut respecter le droit des personnes et pourquoi c'est un enjeu crucial. Parce que d'abord, ça augmente, parce qu'il y a une augmentation des plaintes. Et que de plus en plus, on voit, si vous voulez, des actions collectives qui sont engagées contre les sociétés. Ensuite, vous avez les sanctions qui sont de plus en plus importantes. Je vous ai montré que sur l'espace de simplement une année, on est passé de 3 000 euros jusqu'à 50 millions. Bon, ce n'étaient pas les mêmes acteurs, mais ça pose de vraies difficultés. Vous avez ensuite, si vous voulez, ce qu'on appelle les consomme-acteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui confie ses données, elle attend de la part des responsables de traitement, si vous voulez, un véritable engagement, une véritable démarche privacy by design. Et donc ça, c'est très important. Et quand on fait des statistiques, on voit que c'est une attente de 66% des Français, et c'est quand même un point très important. Et puis,
c'est aussi une manière de montrer la gouvernance de sa structure. Voilà, moi je suis dans les temps, vous voyez, c'est très bien. Je vous ai donné un petit peu, j'espère, le goût de la prospection commerciale, c'est-à-dire qu'il faut le faire, c'est nécessaire, mais ça doit être bien encadré et en bien respectant les règles. Voilà. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Je fais partie d'une profession qui s'appelle les avocats. Et vous avez des avocats qui peuvent accompagner et regarder avec vous et faire un audit de vos campagnes et vous aider là-dessus. Voilà, donc j'ai mon cabinet qui est spécialisé là-dessus. Nous, ce que nous faisons, et c'est quand même un point important, nous intervenons à la fois dans le cadre des conformités et puis aussi, j'ai 60 mandats de DPO, donc externalisés. Donc on fait la conformité, on fait les diagnostics audit RGPD, parce que beaucoup d'entreprises maintenant sont en conformité, mais encore faut-il vérifier si c'est toujours d'actualité. Bien entendu, l'accompagnement avec de l'article 30, c'est-à-dire les registres de traitement. À ce titre, mon cabinet a développé une plateforme qui s'appelle WITIC et qui présente des outils pour la mise en conformité. Bon, bien entendu, la conformité, les analyses d'impact, les politiques de confidentialité, et puis, bien entendu, les chartes de cookies. Là aussi, c'est quand même assez navrant de voir qu'encore aujourd'hui, alors que la CNIL a donné, si vous voulez, un conducteur très simple à suivre, ce qui doit figurer quand on arrive sur un site, il y a encore aujourd'hui 45% des sites qui ne sont pas en conformité. 45% des sites. C'est la porte d'entrée sur un site. Voilà. Et puis, donc, l'externalisation, gestion des droits des personnes, relation avec la CNIL, gestion des violations de données et assistance à la crise cyber. C'est aussi un autre enjeu formidable. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si ça vous intéresse également, vous pouvez nous suivre. Et la prochaine fois, moi, j'interviens le 5 juillet sur un webinaire avec Doctrine. C'est un éditeur logiciel sur les conditions générales de vente. Ça peut vous intéresser aussi. Et les enjeux pour les juristes, mais aussi pour toutes les personnes qui sont concernées. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, on en a. Tenez. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous avez entendu parler du suivi avancé des conversions proposé par Google? Est-ce que ça vous parle ou pas, cet élément? En gros, concrètement, avec le bandeau cookie, la restriction de la CNIL, etc., Google a mis en place ça pour essayer de contourner ça et hacher certaines données. Est-ce qu'on est encore dans les normes en mettant ça en place? Parce que nous, dans notre agence, on est encore un peu frileux à ce niveau-là. Et on n'a pas eu de réponse, enfin, on n'a pas de réponse au niveau avocat, au niveau juriste. Est-ce que vous, vu que vous avez des relations avec la CNIL? On est en train, alors c'est une très très bonne question, on est en train d'auditer, en fait, on a une demande qui a été faite par une agence qui nous a demandé de regarder un petit peu les risques qu'elle pouvait avoir si demain ses clients se retournaient contre elle du fait de suivre les recommandations de Google. Par nature, on va se méfier parce que Google, pendant des années et des années, nous a dit qu'il avait un outil qui était fiable, Google Analytics, et on sait que ce n'était pas le cas. Et que, en fait, donc, ils sont en train, en fait, si vous voulez, à l'heure actuelle, de mettre en place une démarche parce qu'en fait, ils veulent éliminer certains acteurs européens qui leur font qui sont trop en conformité, si vous voulez. Donc la démarche, elle est soi-disant responsable de compliance, éthique, mais pas tant que ça. Donc on est en train de l'étudier, il faut faire très attention. Tout à l'heure, mon confrère va vous parler sur les transferts de données. On est exactement dans la même chose. Il y a beaucoup de gens qui vous disent c'est conforme, mais ça c'est pas exact. Voilà. Et c'est vous qui prenez le risque. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Je réponds à votre question? Oui, bah, je voulais savoir sous combien de temps on aurait la réponse à cette question. Alors, on a également, en sous-marin, il y a des questions qui ont été posées à la CNIL. Et normalement, la CNIL pourrait faire un communiqué autour de ça. Elle l'a fait en disant, attendez, elle ne l'a pas dit directement, mais elle l'a fait en disant, nous avons mis une liste de sociétés que nous recommandons, à vous de les utiliser. Vous voyez, la réponse, elle a dit, il y a des sociétés, vous n'avez pas de problème. Donc aujourd'hui, si vous voulez aller avec vos clients, s'il y a des choix à faire, parce que vos clients vont vous poser une question d'optimisation. Donc c'est vrai qu'en utilisant les outils Google, il y a une optimisation qui est en avant. Donc normalement, vous avez la possibilité. La CNIL vous a donné une réponse en disant il y a tel éditeur, il y a une liste de 13 éditeurs qu'elle recommande à vous aller suivre. Est-ce qu'il y a une autre question? D'autres questions, non? Non,
Écoutez, merci Très bien, beaucoup. merci beaucoup. Vous faites un métier qui est extraordinaire parce que les entreprises ont besoin de vous pour mettre de la visibilité. Mais c'est peut-être aussi le message de ces journées, c'est que la visibilité, oui, mais une visibilité qui est en conformité avec les règles. Voilà.